Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, j'ai appelé Lola Guéraron. Elle a 25 ans, cette ancienne étudiante d'AgroParisTech a décidé de lancer un appel aux diplômés de son école. Un appel à déserter les grandes entreprises des emplois qu'elle juge destructeurs pour le vivant. Dans cet épisode, nous parlons des raisons qui l'ont poussée à bifurquer. On aborde le sujet de l'industrie agroalimentaire qui fait des ravages selon elle. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'elle nous conseille d'entendre. Vous le savez, comme d'habitude, je passe un coup de fil pour joindre mes invités. Mais il se trouve que ce jour-là, à cet endroit-là, mon intervenante n'avait pas une connexion idéale. Heureusement, son propos va bien au-delà de ces considérations matérielles. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous le voyez, on n'est pas que Lola. Là, le discours qu'on va faire, c'est un discours qui vient de nous tous, ce collectif-là. Et donc, les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. AgroParisTech. Bonjour Lola Guéraron. Bonjour Simon Icard. Merci d'être l'invité de ces voix qu'il faut entendre. J'ai voulu vous appeler car vous avez décidé de lancer un appel aux étudiants de votre ancienne école, AgroParisTech, un appel à changer de plan de carrière, à bifurquer, un discours filmé dont la diffusion a eu un écho et un retentissement assez considérable. Qu'aviez-vous souhaité dénoncer avec ce discours et votre appel ? Eh bien, ce discours, il avait pour but d'interroger vraiment nos camarades de promotion, du coup, qui sortent tout juste d'AgroParisTech, une formation qui se veut nous former à être ingénieur du vivant et du coup qui touche intrinsèquement à des questions autour de l'alimentation, de l'agriculture, de comment on veut se nourrir, se soigner, et donc de questions écologiques et sociales. Et nous, notre discours, il avait pour but d'interroger nos camarades de promo pour qu'ils choisissent et réfléchissent à où ils veulent mettre leur énergie pour ces prochaines années, et en dénonçant tout le greenwashing qui va être associé au principal débouché d'AgroParisTech, que ce soit des jobs dans des bureaux de conseil, sur tout un tas dans l'agroalimentaire, dans tout un tas de domaines qui, pour nous, contribuent aux ravages écologiques et sociaux en cours. Et comment avez-vous décidé de prendre la parole directement, de s'engager, de passer par ce moyen ? Eh bien, parce que la cérémonie de remise de diplôme, elle nous semblait être un moment un peu symbolique, qui était intéressant à questionner. On est encore jeune, on a moins de contraintes peut-être du fait qu'on n'a pas d'enfant, notre carrière n'est pas encore complètement tracée, donc ça nous semblait la dernière occasion pour interroger des personnes avec qui on a passé ces 3-4 dernières années de nos vies pour prendre la parole et porter ce message politique d'appel à désertion, en fait, puisque
On considère que la plupart des jobs qu'on fait après AgroParisTech, malgré voilà, peut-être sont souvent associés à des mots comme développement durable, transition écologique, et qui se teintent voilà, en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a l'impression d'être contribué à des réponses à des problèmes environnementaux, mais nous on pense qu'au contraire, sous ces couvertures vertes, ils sont néfastes et dévastateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris ce temps, cette prise de parole collective. C'était aussi pour nous important d'être en groupe pour porter ce message, puisque voilà, c'est une voix plurielle et politique qu'on a prononcée ce jour-là. Et donc oui, en effet, un discours volontairement radical, j'allais dire. Oui, radical, c'était prendre les choses à la racine. Ça nous convient tout à fait. On assume cette radicalité. On pense que, en fait, ce serait peut-être plus extrême, ça serait justement de continuer ce système alors qu'on voit bien qu'il va droit dans le mur, et de continuer comme ce que la société est en train de rien changer, ou à continuer de croire à une croissance alors que le découplage, c'est-à-dire la dissociation entre l'augmentation du PIB et le fait que et la réduction de ces impacts, ces ravages environnementaux et sociaux, et on ne croit pas, on voit bien que ça n'est pas jamais arrivé et que ça n'arrivera pas. Et cette radicalité, cet engagement et cette conscience, vous l'avez, elle s'est forgée de votre côté pendant vos études, ou vous l'aviez avant? Non, c'est vraiment forgé en parallèle de ces 4 dernières années, donc pendant mes études. J'étais pas spécialement personnellement, ça dépend vraiment parmi nous dans le groupe qui a pris la parole, mais moi personnellement, ma famille n'était pas spécialement impliquée dans où on soit consciente des ravages écologiques actuels. Je me suis commencé à m'y intéresser en prépa, et puis surtout en arrivant à AgroParisTech, en effet, parce que je pense que le temps que j'avais pour me permettre, à côté des études, de réfléchir, de me renseigner, de m'informer, c'est la première étape, je pense, pour s'engager. Et puis après, le fait d'avoir des associations sur des questions écologiques assez proches de moi, de rencontrer des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, et c'est en fait ensemble on s'est motivé aussi à s'engager, à commencer à proposer des actions, à participer à des actions, à aller s'informer sur des conférences, à partager des lectures, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'en arriver à mon engagement actuel. Mais c'est pas tellement les cours qu'on avait à AgroParisTech, par contre c'est tout ce que je suis allée chercher en dehors avec d'autres, et ça de rejoindre des lieux d'autogestion, des lieux des moments d'occupation, beaucoup ouvert l'esprit et fait prendre conscience de tout ce qui se passe. En quelque sorte, pourquoi lancer un appel à bifurquer, à changer les choses de l'extérieur et peut-être pas de l'intérieur? C'est un peu ce qu'on ressent en écoutant vos propos et le discours de la vidéo. Ouais, je pense que cette dissociation, elle est un petit peu simpliste, et je crois que ce débat, il est il est un peu nulle part, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a absolument aucune envie de perdre de l'énergie et des années de notre vie, je sais pas si de l'intérieur, c'est pour dire par de l'intérieur, mais si c'est pour bosser dans un gros groupe agro-industriel ou de pétrochimie ou Vinci, ou je ne sais quel gros groupe qui pourrait nous ouvrir leurs portes, évidemment qu'on n'a aucune envie d'aller là-dedans, parce qu'on voit très bien, et ça même dans nos cours d'AgroParisTech, on a bien conscience que la stratégie de responsabilité sociétale et environnementale, souvent appelée RSE, est très souvent du greenwashing. En fait, l'intérêt même de ces entreprises est contraire à le fait de changer. Enfin, la seule chose qu'elles pourraient faire, c'est cesser leurs activités, et ça, c'est complètement inintendable. Donc, en fait, à partir du moment où une multinationale ne va pas volontairement cesser ses activités et arrêter de donner plein de profit à ses actionnaires, nous, on n'a absolument rien à y faire à l'intérieur de ces entreprises-là. Après, il y a plein de façons de lutter, et ça, ce qui est sûr, c'est que nous, tout le temps qu'on a, toute l'énergie, on va justement, pour nous, lutter, ça pourra être que d'autres façons. Et je pense aussi qu'on a besoin de nous-mêmes être en accord. On a envie à la fois d'être cohérent, et en fait, c'est aussi la vie qu'on a envie de mener, parce qu'elle nous paraît bien plus souhaitable et désirable, et du coup,
ne pas refuser aussi de travailler comme un cadre à Paris avec une vie citadine complètement déconnectée de tout vivant, de ce dont on produit pour se nourrir, de ce qu'on peut avoir accès pour se soigner, enfin, en fait, et des gens, c'est pas quelque chose qui nous donne pas envie, non seulement, et qui en plus ne serait pas cohérent par rapport aux idéaux de vie que l'on défend et qui nous paraissent nécessaires pour avoir pour arrêter de détruire la terre et les gens qui y habitent, quoi. Oui, parce que votre formation, donc vous le disiez en début d'interview, amène à des métiers de ce qu'on appelle l'agro-industrie. Expliquez-moi ce qui vous pose problème, c'est le principe même de l'industrie agroalimentaire. Ouais, la première débouchée d'AgroParisTech, ça va être en effet l'agroalimentaire. Et AgroParisTech nous forme à 4 grands domaines, en fait. Donc, l'agriculture, qui va être, très souvent, aujourd'hui, on est vers l'agro-industrie, il y a aussi l'agroalimentaire, l'environnement et la santé. Ça c'est les 4 grands domaines auxquels nous forme AgroParisTech. Le problème principal que l'on soulève, c'est que AgroParisTech va être encore majoritairement, évidemment, il y a des cours variés, mais dans une logique AgroParisTech, depuis son origine, a été créé pour servir les intérêts de l'agro-industrie. Et aujourd'hui, l'agro-industrie, on sait bien que elle fait des ravages, autant pour les agriculteurs qui sont complètement bloqués dans des systèmes endettés du fait de tous les investissements qui sont aujourd'hui nécessaires pour pouvoir produire et répondre aux normes de productivité qu'impose le modèle économique, et complètement dépossédé de tout. Et le souci de l'agriculteur, c'est quelque chose d'absolument terrifiant et hyper horrible. Donc non seulement d'un point de vue social, c'est ravageur, et d'un point de vue écologique, ça pollue complètement les eaux, ça détruit les sols, tous les écosystèmes, ça nous intoxique aussi toutes les personnes qui les consomment, parce que il y a des résidus de pesticides partout, et ça s'accumule avec tout un tas de produits de synthèse qui sont présents, auxquels on est exposé tout le temps, et puis sans parler des personnes qui vivent à proximité des cultures et qui sont aussi exposées aux pesticides. On sait très bien aujourd'hui que les femmes enceintes, par exemple, qui habitent, sont riveraines d'agriculteurs ou d'agricultrices, qui sont une probabilité beaucoup plus importante d'avoir après des enfants qui subissent des malformations, des cancers de sont jeunes. Tout ça, en termes de santé mentale, ça a été étudié, démontré. Donc, je pense que des raisons sont suffisantes. Enfin, je pourrais continuer la liste, elle est très longue, mais je crois qu'aujourd'hui, elle est assez connue. Tous les impacts de l'agro. L'impact écologique de l'agriculture est régulièrement mesuré, parfois montré du doigt. Le directeur de votre ancienne école avait pu réagir dans la presse après votre discours, et je précise qu'il le qualifiait d'injuste, en ce sens que l'école n'avait pas attendu la remise de diplôme pour travailler sur la transition agroécologique. Mais à vous entendre, c'est le principe même de l'agro-industrie qui est un problème selon vous. Donc la réconciliation, si l'on peut dire, n'est pas dans votre optique entre les modèles agro-industrie et ce que l'on appelle l'agroécologie. Oui, nous, c'est un grand message de notre discours du fait que ces deux modèles, en fait, ils sont incompatibles. Et on a, ça va être, contrairement à ce que nous dit le directeur d'AgroParisTech, qui va avoir, lui, comme point de vue que tout ça pourrait cohabiter. Et c'est, le discours dominant, on va dire, dans notre société, que on va avoir, comme si ça pouvait cohabiter, mais c'est complètement faux et complètement illusoire, puisque d'un côté, on a l'agro-industrie qui s'accapare des terres, qui va les avaler, qui s'accapare aussi les subventions de la PAC, la politique agricole commune, et qui va s'agrandir toujours plus, avec aujourd'hui, un grand problème, il y a un tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans ces 10 prochaines années, et en fait, pour un tas de raisons, c'est hyper compliqué d'acquérir des terres agricoles,
de pouvoir s'installer aujourd'hui, et c'est l'agro-industrie qui va du coup avoir à chaque fois l'avantage pour récupérer ces terres, et qui va toujours s'agrandir toujours plus. Et plus les fermes sont grandes, plus les exploitations sont grandes, plus c'est compliqué de faire une production qui va pouvoir respecter le vivant. Donc en fait, voilà, c'est un des messages forts du discours, de dire que nous, ces deux systèmes sont pas compatibles, et nous, ce qu'on défend, c'est une agriculture paysanne. Alors voilà, c'est une agriculture qui respecte le vivant, qui permet de produire tout simplement de façon respectueuse, et qui du coup produit des aliments sains qui permettent de vivre de nos territoires sans les épuiser, et puis sans épuiser non plus ceux à l'autre bout de la planète, parce que en agro-industriel aujourd'hui, il repose aussi sur la destruction des paysannes et des paysans à l'autre bout de la planète, sur le chlordécone, c'est aujourd'hui interdit, mais c'est un bon exemple de comment en plantant des bananes en Martinique, on a contaminé en Guadeloupe tous les sols qui sont aujourd'hui complètement encore pollués, intoxiqués, et la population ne peut même plus s'alimenter ou faire se nourrir à cause de ça. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on est assez convaincu que ces deux systèmes ne peuvent pas cohabiter, et c'est en tout cas ce qu'on observe depuis ces dernières décennies. Quand on évoque la question de l'agroécologie et les études qui paraissent, en effet, il est souvent indiqué qu'il serait possible de nourrir la planète avec un modèle agroécologique, mais à supposer de consommer moins, en fait. Ce serait l'idée. Consommer moins, ça dépend. Consommer quoi l'idée, oui. Je pense ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas consommer autant de produits animaux, soit viande, produits laitiers, par rapport à ce qu'on consomme, nous, Français ou Occidentaux, de manière générale, par rapport à aujourd'hui. Parce que, ça c'est assez connu. Après, peut-être que oui, consommer moins de viande, produits laitiers, et manger... c'est des choses qui sont assez... j'ai l'impression de dire des banalités, mais manger des légumes qui ont du goût, qui soient bons, qu'on a produits ou qui viennent de copains paysans à côté de chez nous, je pense que c'est plutôt, on va plutôt y gagner, quoi. Et puis surtout, en termes de santé aussi, ça sera tellement plus bénéfique que je pense que, mais je suis mal à l'aise avec la question, même parce qu'en fait, nourrir le monde, c'est tellement quelque chose qui est une fausse question, et en fait, c'est tellement fort, qui traduit une idéologie derrière, qui est celle défendue par le monde de l'agro-industrie, puisque c'est son gros argument de dire que elle nourrit le monde, et voilà. Quand on questionne la question de l'agroalimentaire, derrière, il y a l'achat de produits alimentaires transformés. Vous mettez en question et en cause les modes de transformation, mais ma question porte sur le principe même d'avoir besoin, justement, au quotidien, d'acheter de ne pas se fournir que de produits bruts pour son quotidien. Je pense que c'est parce qu'on dit produits alimentaires transformés, ça comprendrait le fromage. Je veux dire, on n'est pas à dire qu'on peut plus se nourrir de fromage qui a besoin de transformation, ou de pain, ou évidemment, les personnes, moi, dans les endroits, les paysans boulangers qui produisent du pain avec du levain qui est absolument délicieux, des gens qui font du fromage, qui le transforment. Il peut aussi faire des conserves de façon juste à une échelle plus réduite que l'agro-industrie auquel on s'oppose. Là, derrière l'agro-industrie, c'est des énormes multinationales qui ont un monopole, qui ont des actionnaires qui tirent tous les bénéfices pendant que des paysans, des paysannes sont affamés, pendant que plein de gens aussi ont des difficultés, n'ont pas accès à une alimentation du coup de qualité. C'est ça auquel on s'oppose, c'est pas le fait d'acheter des produits transformés. Et après, d'un point de vue de santé, on va appeler plutôt l'ultra transformé, qui aujourd'hui aussi pose problème, et du coup qui est ce que produit l'agro-industrie. Donc nous, on s'oppose à une agro-industrie qui dépend de l'agrochimie, de pesticides de synthèse qui intoxiquent les sols, qui met plein d'autres produits de synthèse, et du coup qui fait les produits qui sont néfastes, et qui permettent à personne de vivre sainement.
Dans votre parcours étudiant, dans votre parcours universitaire et notamment dans cette école, avez-vous appris des techniques, des éléments que vous pourriez utiliser plus en rapport avec vos valeurs ailleurs, autrement qu'en effet en intégrant une grande entreprise? Ouais, bah, sûrement. Enfin, Ou c'est pas du tout dans vos projets, ce qui est aussi une partie de ma question pour savoir comment vous envisagez la suite d'un point de vue professionnel. ouais. Bah, c'est très variable enfin, pour moi personnellement. Enfin, je pense que forcément, on va garder des choses qu'on a appris dans cette école. Rien que le fait, même pour ceux et celles qui s'installent comme acteurs, actrices, bah, il y a plein de choses qui vont leur être utiles dans leur activité au quotidien, même si on ne nous apprend pas à faire de l'agriculture de façon pratique, mais il n'empêche qu'il y a des choses qui seront utiles. Moi, mon domaine, c'est plutôt l'environnement et l'écologie. Donc, la spécialité que j'ai fait d'ailleurs en dernière année était plutôt une spécialité qui voilà, a formé une minorité d'étudiants qui est un petit peu à la marge, mais qui fait partie des spécialités les plus critiques à AgroParisTech et qui avait plein de cours très intéressants, hein, malgré le fait que, enfin, les critiques qu'on peut faire d'AgroParisTech, c'est quand même intéressant. Donc, elle nous apprend à voir justement bah, tous les blocages qu'il y a dans les grandes institutions en termes de politique environnementale, pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est complètement insuffisant. Et des exemples peut-être plus concrets, moi, dans les luttes que je veux mener, il y a aujourd'hui en France, partout en France, autour de chez nous, des projets qui sont destructeurs, qui vont bétoniser un bout de terre d'espace naturel, des terres forestières, qui vont polluer, intoxiquer des gens en polluant les endroits. Et nous, on nous forme d'habitude à faire des études d'impact pour ces projets-là, qui sont une sorte de caution pour permettre à ces projets d'être réalisés de façon légale. Ils ont besoin voilà, d'avoir une étude d'impact avant, et du coup j'ai appris comment faire ça, mais ça permet aussi d'apprendre à pouvoir décrypter ces études d'impact, savoir retrouver les informations et éventuellement par exemple soutenir des luttes locales qui pourraient s'opposer à ce tel projet. Et d'ailleurs je recommande à tous les auditeurs d'aller se renseigner auprès de chez eux si quels sont les projets qui détruisent des bouts de terre, qui détruisent des bouts de la beauté de ce monde, et puis peut-être qu'en rencontrant d'autres habitants autour d'eux, ils pourraient avoir envie de s'y opposer avec elles et eux. Et il y a une carte pour ça sur Reporter qui est assez chouette, carte des projets inutiles à imposer. Voilà, mais c'est qu'un exemple. Après, moi, mon activité là, principale, c'est de la réalisation d'une série documentaire, et je fais aussi un petit peu de journalisme indépendant et sur des questions d'agriculture ou d'écologie ou d'agroalimentaire. Donc je réutilise forcément des choses, pas forcément que j'ai appris à l'école, mais en tous les cas, le fait que je me sois intéressée à ces questions-là et du fait de ma formation. C'est parce que j'ai fait une formation à AgroParisTech, donc je ne vais pas tout oublier après mes études. Vous dites, on a besoin de davantage de lieux ruraux, ou par le biais de pratiques d'entraide ou d'apprentissage partagé. Et même, vous dites, il est plus simple de vivre avec peu d'argent tout en étant autonome. C'est le type de lieu que vous souhaitez intégrer, des lieux autonomes quelque part. Je pense que oui, nous, ce que me paraît souhaitable aujourd'hui, en tout cas, c'est de gagner en autonomie, que ce soit matérielle, de pouvoir se nourrir, se soigner, se construire des habitations, ou voilà, les besoins essentiels qu'on peut avoir, de pouvoir y répondre localement avec les compétences qu'on a sur place. Mais quand on dit autonome, c'est pas autonome en termes de moi toute seule ou moi et trois autres personnes avec qui je pourrais habiter. C'est, je pense, une autonomie qui est créée au niveau d'un territoire. Et ouais, je pense que c'est une grande liberté de pouvoir se dire que on répond à ses besoins, même si ça demande du coup un certain travail, du temps. Mais du coup, ça nous libère aussi de notre dépendance qu'on a vis-à-vis
de toutes les industries, hein, et aujourd'hui ça paraît inenvisageable de s'en passer. Enfin moi voilà, j'ai vécu en ville ces dernières années et j'ai été prise dans toutes ces dépendances aussi, hein. Mais du coup c'est tellement en fait enthousiasmant de voir de se faire des jardins partagés où on va pouvoir se nourrir, répondre à nos besoins localement sans avoir à payer ou en échange de travail, de pouvoir s'entraider dans la construction de nos habitations. Dans le Tarn, il y a tout un tas de collectifs comme ça qui se mettent à faire, qui sont très très forts en autoconstruction, et ils vont se faire toutes les 3 semaines de chantier. Ils vont d'abord aller sur la maison de quelqu'un, refaire le toit, après sur celle de quelqu'un d'autre, et en fait si on veut, ça permet énormément de réduire d'abord les coûts de construction, des moments aussi très conviviaux où on apprend plein de savoir-faire. En fait c'est quelque chose qui me paraît souhaitable, auquel j'aimerais, c'est comme ça que je voudrais vivre plus tard. On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, dans cette émission, je demande à chaque invité de nous proposer une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. De qui voudriez-vous nous parler ? Je voudrais vous recommander une bande dessinée d'Alessandro Pinocchi. J'ai toujours un doute sur la façon dont on prononce son nom de famille, mais c'est un dessinateur qui a fait une BD, enfin il en a fait plusieurs, mais je pensais à la recomposition des mondes. Et voilà, c'est à la fois un super bon dessinateur, ses dessins sont magnifiques, et aussi je suis porteur d'une vision d'écologie radicale qui rend très accessible avec beaucoup d'humour. C'est toujours un moment délicieux de lire ces BD. Et là, sa recomposition des mondes, justement, il raconte, et je pense qu'en fait ça ouvre énormément les imaginaires, et je pense que c'est aujourd'hui aussi ce dont tu as besoin, hein, à côté des luttes plus offensives et de la construction d'alternatives. Mais il raconte avec l'intermédiaire de 2 oiseaux, les anges et un pinson, la vie de ce qui se passe sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec il arrive à traduire quel rapport ils ont aux vivants avec la connaissance de différents animaux qui y sont, comment ils... Enfin, en fait, il rend un peu accessible tout ce qui se passe là-bas, avec beaucoup de poésie, d'humour et de façon très jolie. Du coup, je recommande au dessinateur. Et voilà. Merci Lola Queraron d'être passée dans mon émission. On suivra la date de publication, de diffusion de votre documentaire. Oui, eh bien, fin septembre, a priori, Panacée, c'est documentaire autour des plantes médicinales, comme une panacée avec un M. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.